Sterling Vance a licencié tout son personnel de maison en moins de 10 minutes. Ce n'était pas à cause du vase cassé dans le couloir. Ce n'était pas à cause des chemises froissées qui pendaient dans son placard. C'était à cause des bougies. Il avait franchi la porte d'entrée de l'usine sidérurgique après 14 heures de négociations qui allaient décider du sort d'une fusion de 2 milliards de dollars. Et la première chose qui l'avait frappé, c'était l'odeur. La vanille. Une vanille douce, écœurante et suffocante, là où il aurait dû y avoir du bois de cèdre. La gouvernante en chef, une femme nommée Patricia, qui avait été chaudement recommandée par 3 sénateurs et un juge de la Cour suprême, s'avança avec un sourire forcé. « Monsieur Vance, j'ai pensé que la maison avait besoin d'une touche plus chaleureuse. La vanille est connue pour réduire le stress. Et qui vous a demandé de réfléchir? » Le sourire de Patricia vacilla. « Pardon? Les bougies au bois de cèdre? » La voix de Sterling était calme. Il n'élevait jamais le ton. « Où sont-elles? » « Nous les avons jetées. Elles étaient presque vides et je me suis dit, « Encore ce mot. » Il posa sa maillette sur la console en marbre, pensant, « Considération, attention. » Il la regarda directement pour la première fois. « Une considération mal placée est une forme de bruit, Patricia, et je déteste le bruit. » « Monsieur Vance, j'essayais seulement de... Vous êtes tous licenciés. 5 personnes, 5 carrières détruites en l'espace de quelques instants. » Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans les cercles élitistes de Seattle. Des bougies. Eleanor Whitmore répéta cette phrase lors de son déjeuner de charité, sa fourchette suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Il a licencié 5 personnes à cause de bougies. « J'ai entendu dire que c'était parce qu'ils avaient réorganisé ses livres, » a déclaré Margaret Chen, qui s'était donné pour mission de connaître les affaires de tout le monde. « Non, c'était définitivement à cause des bougies, » a insisté Dorothy Hayes. « La cousine de la colocataire de ma fille travaille dans une agence de recrutement. Apparemment, cet homme est impossible, absolument impossible, magnifique, obscènement riche et complètement dérangé. »« Il n'est pas dérangé, » a déclaré Victoria Lane, la seule femme à table à avoir rencontré Sterling Vance en personne. Elle était l'épouse d'un PDG du secteur technologique et s'était déjà assise à côté de lui lors d'une collecte de fonds. Il est vide. On le voit dans ses yeux, comme si on regardait dans une pièce où quelqu'un a éteint toutes les lumières et oublié de revenir. Les autres femmes se turent, mal à l'aise face à la précision de cette observation. À 300 mètres de là, dans un bureau exigu au-dessus d'une laverie automatique à Portland, une femme nommée Helen Marsh avait une conversation très différente. « C'est la 7e agence qui l'a épuisé en 18 mois, » dit Helen en faisant glisser un dossier sur son bureau. « Cet homme est un désastre ambulant. » Will Chen ne tendit pas la main vers le dossier. Elle était assise, les mains jointes sur les genoux, le dos droit mais détendu, ses cheveux bruns tirés en arrière en une simple queue de cheval. Rien en elle n'attirait l'attention. C'était le but. « Qu'est-ce que les autres ont fait de mal? » demanda Will. Elles existaient. Helen se cala dans sa chaise. Sterling Vance ne veut pas d'une femme de ménage. Il veut un fantôme. Quelqu'un qui nettoie sa maison, gère son emploi du temps, anticipe ses besoins, tout cela sans jamais être vu, entendu ou reconnu. Alors pourquoi continue-t-il à licencier des gens? Parce qu'ils essaient sans cesse d'être utiles, d'être remarqués, d'être humains. Helen tapota le dossier. Mais vous êtes différente, Willa. En 5 ans, je n'ai jamais reçu la moindre plainte à votre sujet. Aucun client ne vous a jamais mentionné ce qui, dans ce métier, est le plus grand compliment qui soit. Will esquissa un léger sourire. J'aime être invisible. Tant mieux, car c'est exactement ce qu'exige ce travail. Helen poussa le dossier vers elle. Ne le laisse pas te voir. Ne le laisse pas t'entendre. Ne laisse aucune trace de ton passage. Tu peux le faire? Combien ça paye? Helen cita un chiffre qui fit écarquiller les yeux de Willa. Je vais le faire. Lorsque Willa tendit la main pour prendre le dossier, sa manche remonta légèrement. Helen aperçut quelque chose à son doigt. Une bague, mais qui semblait étrange. Du fil de cuivre torsadé autour d'un morceau de verre de mer. Elle rangea cette observation dans un coin de sa tête et ne dit rien. Certaines choses ne la regardaient pas. L'usine sidérurgique était tout ce que les rumeurs avaient promis et ne ressemblait en rien à ce à quoi Willa s'attendait. Elle était perchée sur une falaise surplombant le Pacifique, toute en poutre d'acier et en baie vitrée.
Une forteresse conçue pour intimider plutôt que pour accueillir. Willa arriva à 5h30 du matin, alors que le brouillard de novembre s'accrochait encore aux falaises et que le manoir ressemblait à une créature sortie d'un cauchemar gothique. Le personnel précédent était parti dans le chaos, laissant la vaisselle s'empiler dans l'évier et la poussière s'accumuler sur les surfaces. Un repas à moitié mangé avait été abandonné sur le comptoir de la cuisine, où quelque chose de vert commençait à pousser. Willa se mit au travail. Elle a retiré ses chaussures à la porte et les a remplacées par d'épaisses chaussettes en laine qui étouffaient le bruit de ses pas sur le parquet. Elle a trouvé le débarras et a repéré une boîte à moitié vide de bougies au bois de cèdre, poussées dans un coin comme si quelqu'un avait essayé de la faire disparaître. Elle les a placées exactement là où se trouvaient les bougies à la vanille, et faisant correspondre le niveau de cire aux traces qu'elles avaient laissées sur les surfaces. Elle remarqua que les lumières étaient trop vives, un blanc clinique qui avait probablement déclenché les migraines dont elle avait lu dans les profils professionnels. Elle régla le système domotique pièce par pièce, passant d'un blanc froid à un ambre chaud, réduisant l'intensité de 20%. Dans la cuisine, elle plaça un verre d'eau infusé de concombre et de citron à côté de sa cafetière, non pas pour remplacer son café, mais simplement pour lui offrir quelque chose de plus doux. Quand elle eut terminé, le soleil se couchait sur le Pacifique. Elle avait travaillé pendant 11 heures. Elle n'avait pas mangé. Elle ne s'était pas assise. Elle n'avait pas émis le moindre son. Elle sortit par l'entrée de service et disparut. Sterling rentra à 20 heures. Il s'arrêta dans le hall d'entrée. Il resta immobile pendant un long moment. Les lumières étaient différentes. L'odeur était différente. Toute l'atmosphère de la maison avait changé d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment définir. Il avait moins l'impression d'entrer dans un musée que dans quelque chose d'autre. Un endroit où il aurait vraiment envie d'être. Il traversa lentement les pièces à la recherche d'indices laissés par l'intrus. Il n'y en avait aucun. Pas d'empreinte digitale sur les surfaces polies, pas de marque sur les coussins, pas d'odeur persistante de parfum ou de shampoing. Dans la cuisine, il trouva l'eau avec du concombre et du citron. Il la fixa longuement, puis la but en 3 gorgées. Dans le salon, il découvrit que les bougies au bois de cèdre étaient revenues. Il en alluma une et regarda la flamme danser. Quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose d'ancien, d'enfoui et de dangereux. Il le refoula. Cette nuit-là, Sterling s'endormit sur le canapé sans médicaments ni whisky. Il resta simplement allongé là, à regarder la bougie scintiller, et se laissa emporter par le silence. 2 semaines passèrent. Sterling ne vit jamais sa nouvelle femme de ménage. Elle était un fantôme, comme Helen l'avait promis. Les preuves de son existence étaient partout. Les chemises parfaitement repassées, les fleurs fraîches qui apparaissaient et disparaissaient sans explication, le café toujours prêt à 6h47 précise. Mais la femme elle-même restait invisible. Sterling se surprit à la guetter, à lui tendre des pièges, à rentrer tôt ou à partir tard, dans l'espoir d'apercevoir son visage. Mais elle semblait toujours le savoir, semblait toujours avoir une longueur d'avance, disparaissait toujours avant qu'il ne se retienne. Pourquoi s'en souciait-il? C'était exactement ce qu'il voulait. Une femme de ménage qui n'existait pas. Un fantôme qui servait sans être vu. Alors pourquoi la maison semblait-elle plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années? Le jour où tout a changé a commencé comme les autres. Sterling s'est réveillé avec un mal de tête et une légère fièvre. Le premier signe de faiblesse que son corps avait montré depuis des mois. Il annula ses réunions, dit à son assistant qu'il travaillerait depuis chez lui et se retira dans son bureau avec son ordinateur portable, déterminé à tenir bon. Il était en train de passer en revue les rapports trimestriels lorsqu'il l'entendit. Rien. Un silence absolu. Mais ce silence avait désormais une qualité particulière, une présence. Quelqu'un était dans la maison. Il minimisa sa feuille de calcul et afficha les images de vidéosurveillance sur son 2e écran. Elle était là, dans le salon, nettoyant son bureau antique en chêne avec des gestes lents et prudents. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, plus menue. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, comme il l'avait imaginé, et elle portait un uniforme gris simple qui semblait conçu pour la rendre insignifiante. Elle se déplaçait dans l'espace comme de l'eau coulant autour de Pierre, sans jamais rien déranger, existant simplement dans les interstices. La lumière de l'après-midi, rare en novembre sur la côte de l'Oregon, perça soudain les nuages et se déversa à travers la fenêtre.
Elle tomba sur ses mains. Sterling retint son souffle. La bague était indubitable. Du fil de cuivre tordu et plié de manière maladroite, comme par un enfant qui n'avait jamais travaillé le métal auparavant. En son centre, un morceau de verre de mer, bleu pâle, poli par les vagues de l'océan, du même bleu pâle que les yeux de Sterling. Le verre d'eau dans sa main tremblait. Il le posa délicatement, de peur de le faire tomber. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être elle. Mais cette bague, cette bigue, il la reconnaîtrait n'importe où, même après 20 ans, même après avoir passé toute sa vie à essayer d'oublier. Il y a 20 ans, au foyer pour enfants Mercy House, et Portland, dans l'Oregon, la décharge derrière l'orphelinat sentait la rouille et les promesses non tenues. Sterling était encore un enfant à l'époque, un garçon maigre de 12 ans, aux ongles sales et à l'air renfrogné, qui était censé être à table. Au lieu de cela, il était accroupi derrière un tas de ferraille, travaillant sur quelque chose qui lui vaudrait une raclée si les responsables de la maison le découvraient. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Il sursauta, mais ce n'était que Willa. Willa Chen, 10 ans, avec ses tresses de travers, sa robe usée et ses yeux qui voyaient tout. « Va-t'en » dit-il machinalement. Elle ne partit pas. Elle ne partait jamais. Au lieu de cela, elle s'accroupit à côté de lui, les genoux touchant le sol sale sans hésitation. C'est une bague, c'est censé l'être. Il brandit le fouillis de fils de cuivre, la frustration lui serrant la mâchoire. Mais je n'arrive pas à la faire correctement. Elle est toujours moche. Will fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, un morceau de verre poli par l'océan, du bleu pâle d'un ciel d'été. « Je l'ai trouvé pendant notre sortie à la plage, dit-elle. Sœur Mary m'a dit que je ne pouvais pas le garder, mais je l'ai caché dans ma chaussure. » Elle le pressa dans sa paume. « Mette ça au milieu. » Sterling fixa le morceau de verre, puis la file qu'il le lui avait donnée. « Quand je serai grand, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. Je serai riche, vraiment riche, et je t'achèterai une vraie bague avec un diamant gros comme un œuf d'oie. » Will plissa le nez. « Ça m'a l'air lourd, ce sera magnifique. Je ne veux pas d'un diamant gros comme un œuf d'oie. » Elle désigna le morceau de verre poli par la mer dans sa paume. « J'aime celui-là. Il est de la couleur de tes yeux. » Quelque chose bougea dans la poitrine de Sterling. Quelque chose de chaud, de terrifiant et de si fragile. Il savait qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de le protéger. « Je t'épouserai, dit-il. Quand je serai riche, je te le promets. » Willa sourit, un vrai sourire, comme elle n'en avait jamais montré à personne d'autre. « D'accord, dit-elle, j'attendrai. » Sterling fixait les images de vidéosurveillance. La femme qui nettoyait son bureau, la bague à son doigt, 20 ans. Elle avait gardé cette bague pendant 20 ans. Il était devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique, avait fait la couverture de Forbes et Bloomberg, avait bâti un empire à partir de rien grâce à sa seule volonté. Et pendant tout ce temps, il n'avait jamais essayé de la retrouver. Il s'était convaincu que le garçon qui fabriquait des bagues en cuivre dans les dépotoirs n'existait plus. Il avait enterré ce garçon sous son ambition, son succès et l'armure dont il avait besoin pour survivre. Mais elle avait gardé la bague. Est-ce qu'elle sait? La question martelait son crâne. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Est-ce une coïncidence? Est-elle ici pour l'argent? Pour se venger? Pour autre chose? Il ne bougeait pas, ne respirait pas, se contentait de regarder Willa finir de nettoyer son bureau, rassembler ses affaires et disparaître de sa vue. Ses mains tremblaient. Sterling Vance n'était pas devenu milliardaire en agissant de manière irréfléchie. Il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de comprendre son point de vue. Il décida à ce moment-là de ne pas la confronter. Pas encore. Il allait observer, il allait tester, il allait attendre qu'elle se dévoile. Le lendemain matin, Sterling laissa un livre sur la table basse. The Velveteen Rabbit. Il était vieux, plus vieux que lui. Avec une reliure usée et des pages jaunies. Ils l'avaient lu ensemble à Mercy House, blotti dans un coin de la salle commune, pendant que les autres enfants se disputaient la télévision. Willa avait pleuré à la fin. Sterling avait fait semblant de ne pas pleurer. Il l'observa à travers les caméras de sécurité alors qu'elle le trouvait pendant sa routine matinale. Elle s'arrêta. Sa main resta suspendue au-dessus du livre, tremblant légèrement. Puis, lentement, elle le prit et le serra contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Elle ne pleura pas. Son visage resta calme, impassible,
Mais Sterling vit ses doigts effleurer la couverture, vit ses lèvres bouger, former des mots trop faibles pour être captés par le microphone. Et il la vit poser le livre avec beaucoup de précaution, non pas sur l'étagère où il avait sa place, mais sur le coussin de son canapé, à l'endroit où il posait toujours sa tête. Elle sait, elle doit savoir. Mais elle ne dit rien, elle ne fit aucun geste pour se trahir. Elle continua simplement à prendre soin de lui, silencieusement, discrètement, parfaitement. Les tests continuèrent. Sterling laissa une photo de Warren à glisser dans un livre. La seule photo qu'il avait de Mercy House, prise lors d'une fête de Noël, montrant deux enfants souriant à la caméra, des sucres d'orge à la main. Un garçon aux yeux bleus, une fille aux tresses de travers. Willa la trouva. Elle la regarda longuement, puis elle la posa sur sa table de chevet, inclinée de manière à ce qu'il la voie dès le réveil. Il laissa une radio allumée sur la station de vieux tubes qu'ils écoutaient autrefois à travers les anciens haut-parleurs de l'orphelinat. Elle la trouva et monta légèrement le volume, laissant la musique flotter dans la maison comme un souvenir. Il renversa accidentellement son café sur une pile de documents importants et la regarda à travers la caméra se précipiter pour les sauver, essuyant l'humidité avec une pratique insuffisante. Quand elle eut terminé, elle posa un petit objet sur les papiers sauvés. Un bonbon à la menthe, du genre bon marché, rayé de rouge et de blanc. La cafétéria de Mercy House, le bocal à bonbons que Sœur Mary gardait sous clé dans son bureau. La façon dont il se faufilait pendant l'heure de prière, le cœur battant, pour voler 2 ou 3 bonbons qu'il faisait durer plusieurs jours. « Si on se fait prendre », avait chuchoté Willa un jour, « je dirais que j'ai agi seul. C'est stupide. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu seras riche un jour. Tu ne peux pas avoir de casier judiciaire. » Elle avait cru en lui. Elle avait cru en lui alors que personne d'autre ne le faisait. Alors qu'il ne croyait même pas en lui-même. Et maintenant, elle était là, à prendre soin de lui, laissant des bonbons sur ses papiers comme un message dans une bouteille. Au bout de 3 semaines, Sterling rentra chez lui et trouva un bol de soupe sur le comptoir. Pas le genre sophistiqué avec lequel ses anciennes femmes de ménage avaient essayé de l'impressionner. Pas d'huile de truffe, pas de bœuf wagyu, pas de micro-pouce disposé comme une œuvre d'art moderne. C'était un simple bouillon de poulet avec trop de poivre et pas assez de viande. Le genre de soupe que la cafétéria de Mercy House servait les nuits froides. Le genre qui n'avait aucun goût et tout à la fois. Il s'est assis au comptoir et a mangé tout le bol. Puis il resta assis là pendant 1 heure à fixer le plat vide, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'il avait passé 20 ans à garder enfoui. Le gala de charité était une idée de Margaret Wellington. Margaret était l'attachée de presse de Sterling, une femme redoutable qui le harcelait depuis des mois pour qu'il humanise son image après que l'incident de la bougie soit devenu viral. « Vous faites à nouveau le buzz », lui dit-elle au téléphone. « Et pas dans le bon sens. Quelqu'un a trouvé une liste de toutes les personnes que tu as licenciées au cours des 5 dernières années. Le nombre n'est pas flatteur. Je me fiche d'être flatteur. Tu devrais te soucier des investisseurs. Il s'inquiète de ton comportement erratique. » Sterling a donc accepté d'organiser un gala à l'Iron Mill. Une soirée uniquement de la musique classique, une liste d'invités triés sur le volet. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Willow serait mise à contribution pour coordonner le personnel temporaire. Le soir du gala, l'Iron Mill était illuminé de 1000 feux. Des lustres en cristal, des roses blanches en cascade partout. Un quatuor à cordes jouant du Vivaldi dans un coin. Des serveurs en cravate noire circulant avec du champagne. Sterling se tenait au centre de tout cela, serrant des mains et échangeant des banalités avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Mais son attention ne cessait de vagabonder. À travers la foule des sénateurs et des PDG, à travers la forêt de robes de créateurs et de costumes coûteux, il cherchait à apercevoir un uniforme gris, des cheveux noirs tirés en arrière, en une queue de cheval pratique. Il la trouva près de la cheminée, donnant des instructions à un serveur qui avait failli faire tomber un plateau de canapé. Elle se déplaçait avec la même efficacité discrète que d'habitude, résolvant les problèmes avant que quiconque ne les remarque, disparaissant dans l'ombre avant que quiconque ne puisse la remercier. L'accident se produisit juste avant minuit. Eleanor Whitmore, l'une des femmes qui avait traité Sterling de déranger lors de son déjeuner de charité, tenait salon près de la cheminée.
Elle portait une robe cramoisie qui coûtait aussi cher qu'une voiture et un collier de diamants qui coûtait aussi cher qu'une maison. Elle en était également à son 4e verre de champagne. Le verre lui a glissé des mains, elle a fait un geste trop brusque ou elle n'était tout simplement pas attentive. Quelle qu'en soit la raison, le vin rouge a jailli dans les airs comme du sang. Willa apparut de nulle part. Elle se déplaça plus vite que quiconque aurait dû être capable de le faire, s'interposant entre Eleanor et le vin qui tombait. Le liquide éclaboussa son uniforme gris, le tachant instantanément et de manière permanente. Le visage d'Eleanor rougit d'embarras, qui se transforma rapidement en colère. Espèce d'imbécile maladroite. Sa voix couvrit la musique. Regardez ce que vous avez fait, Madame Whitmore. Je vous présente mes excuses. Excusez-vous. Vous avez gâché ma soirée. La voix d'Eleanor montait, attirant l'attention des invités voisins. Avez-vous la moindre idée de la valeur de ce moment? Plus que vous ne gagnerez dans toute votre vie pathétique, j'imagine. Willa ne broncha pas. Elle resta là, absorbant la rage d'Eleanor comme une pierre absorbe la pluie. Et qu'est-ce que c'est? Les yeux d'Eleanor se posèrent sur la main de Willa, sur la bague. Est-ce que c'est des déchets? Tu portes des déchets comme bijoux? Elle attrapa le poignet de Willa et lui tira la main vers le haut pour l'inspecter. Mon Dieu, c'est bien de la camelote. Du fil de cuivre et un morceau de verre cassé. Je savais que les domestiques étaient désespérés, mais la bague glissa. Tout se passa au ralenti. La prise d'Eleanor, la torsion du poignet de Willa, la bague en cuivre usée par des années d'utilisation, qui glissa et tomba sur le sol en marbre. Clink. Le bruit était faible, à peine audible par-dessus la musique et les bavardages, mais Sterling l'entendit depuis l'autre bout de la pièce. Il couvrit tous les autres sons. Il se mit en mouvement avant même d'avoir pris sa décision. Il traversa la salle de bal en ligne droite, ignorant le sénateur qui tentait d'attirer son attention, contournant les serveurs qui s'écartaient précipitamment de son chemin. Les gens le regardaient, les appareils photos crépitaient. Margaret était probablement en train de faire une crise cardiaque quelque part. Il s'en moquait. Eleanor tenait toujours le poignet de Willa, lui faisant toujours la leçon sur le comportement des domestiques, toujours complètement inconsciente que l'homme le plus puissant de la pièce se précipitait vers elle. Sterling tomba à genoux. Le marbre était froid à travers son pantalon de costume. Il aurait des bleus le lendemain. Il s'en moquait. La bague avait roulé jusqu'à la base d'un arrangement floral. Sterling la ramassa avec ses mains qui avaient signé des contrats d'1 milliard de dollars. Ses mains qui avaient serré celles de président et de roi. Ses mains tremblaient à présent. Il sortit de sa poche un mouchoir en soie, brodé de ses initiales et cousu à la main, et essuya avec soin et révérence la poussière qui recouvrait le fil de cuivre. La salle de bal était devenue silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Sterling se releva et se tourna vers Eleanor Whitmore. Madame Whitmore. Sa voix était calme. Il n'élevait jamais la voix. Vous pouvez acheter toute cette maison si vous le souhaitez. Vous pouvez acheter tout ce qu'elle contient. Vous pouvez acheter le terrain sur lequel elle est construite. Il prit la main de Willa délicatement, très délicatement, et glissa la bague à son doigt. Mais vous n'avez pas assez d'argent sur tous vos comptes pour acheter le droit de toucher cette bague. Il regarda Eleanor droit dans les yeux. Sa valeur dépasse la somme des actifs de toutes les entreprises que votre mari a jamais possédées. Le visage d'Eleanor passa du rouge au blanc. Monsieur Vance, je n'ai pas... Votre voiture vous attend dehors. Je vous suggère de l'utiliser. Il lui tourna le dos et se tourna vers Willa. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Choc, reconnaissance, quelque chose de plus profond qui attendait depuis 20 ans de faire surface. Sterling, son nom sur ses lèvres, prononçait à voix haute pour la première fois depuis l'enfance. « Pas d'ici, dit-il. Pas maintenant, mais bientôt. » Il lâcha sa main et s'éloigna. Derrière lui, le gala sombra dans le chaos. Willow partit avant l'aube. Sterling trouva sa lettre de démission sur le comptoir de la cuisine, à l'endroit exact où elle posait toujours l'eau de concombre. « Monsieur Vance, je m'excuse pour tout désagrément que j'ai pu causer. Ma présence est devenue inappropriée compte tenu des événements récents. La bague que vous reconnaissez appartenait à un garçon que je connaissais quand nous étions enfants. Il l'avait fabriquée pour moi à Mercy House, et je l'ai portée tous les jours depuis. Je ne suis pas venu ici pour faire valoir de vieilles promesses. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de travailler et que je pensais pouvoir bien faire ce travail.
J'avais tort. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Vous méritez plus que vous ne le pensez. Willis Sterling lut la lettre 3 fois. Puis il la froissa en boule, la jeta contre le mur et prononça plusieurs mots qui lui auraient valu de se faire laver la bouche avec du savon à Mercy House. La maison était silencieuse autour de lui. Ce n'était pas le silence paisible des dernières semaines, le silence que Willa avait créé. C'était l'ancien silence. Le silence vide, le silence d'une forteresse sans personne à protéger. Il trouva son adresse dans les dossiers des employés. Un quartier dont il se souvenait trop bien. Des maisons mitoyennes à la peinture écaillée. L'odeur des gaz d'échappement et des aliments frits. Il gara sa vieille Ford F-150, le premier véhicule qu'il avait acheté, gardé dans son garage pendant 20 ans, et attendit. Elle apparut 3 heures plus tard. Elle rentrait chez elle après le travail, pas du service d'escorte, mais d'ailleurs. D'après les taches de graisse sur ses vêtements, elle venait d'un fast-food. Elle portait un sac en plastique qui contenait probablement son dîner. Elle s'arrêta lorsqu'elle le vit. Pendant un long moment, ils se sont simplement regardés à travers les 6 mètres de trottoir fissuré qui les séparaient. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle finalement dit. « Les journaux vont s'en donner à cœur joie. » « Je me fiche des journaux. Ta réputation repose sur le fait que tu es froide, impitoyable et inhumaine. » Sterling s'est éloigné du camion. J'ai passé 20 ans à devenir cette personne parce que c'était plus sûr. Parce que si tout le monde pensait que j'étais un monstre, personne n'essaierait de s'approcher de moi. Personne ne découvrirait que derrière tout ce succès, je n'étais encore qu'un enfant effrayé de Mercy House qui avait perdu la seule personne qui comptait pour lui. Willa ne bougea pas. « Tu es parti, continua-t-il. Il y a 20 ans, ils t'ont transféré dans un autre foyer et je me suis réveillé un matin et tu étais parti. Sans se dire au revoir, sans laisser d'adresse, rien. Ils sont venus au milieu de la nuit. Sa voix n'était qu'un murmure. Ils ne m'ont rien dit non plus. Je le sais, je l'ai découvert plus tard, mais à ce moment-là, tu avais disparu dans le système et j'étais encore un enfant sans rien. » Il fit un pas vers elle. « Je me suis promis de te retrouver quand j'aurai réussi. Quand j'ai eu le pouvoir de fouiller toutes les bases de données du pays, je l'ai fait, Willa, et je t'ai retrouvé il y a des années. » Le choc sur son visage était palpable. « Tu savais où j'étais. J'avais demandé à des détectives de m'envoyer des nouvelles, des photos. Je savais que ta mère était morte quand tu avais 18 ans, que tu suivais des courses du soir, que tu avais plusieurs emplois. Je savais tout. » Il fit un autre pas. « Et je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que j'étais un lâche. » Il s'est arrêté suffisamment près pour voir les larmes qui se formaient dans ses yeux. « Parce que je m'étais convaincu que le garçon en qui tu croyais n'existait plus. Je l'avais tué. Je l'avais enterré sous l'ambition, le succès et toute l'armure dont j'avais besoin pour survivre. » Il a mis la main dans sa poche, mais ensuite, tu es apparu chez moi et tu t'es occupé de moi comme tu le faisais quand nous étions enfants. Et j'ai réalisé que ce garçon n'était pas mort. Il attendait ton retour. Il a sorti une petite boîte en velours, pas noire mais usée et brune, comme quelque chose qui avait été conservé très longtemps. « Sterling, je ne te donne pas de diamants. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bobine de fil de cuivre, brillante et neuve, et à côté, une petite paire de pinces coupantes. « Tu n'as jamais voulu de diamants. Tu voulais ça, mon homme. » Will a fixé la boîte du regard. « Apprends-moi, » a dit Sterling. « Apprends-moi à fabriquer une autre bague. Laisse-moi te mériter cette fois-ci. Laisse-moi te prouver que je peux être le garçon en qui tu croyais, pas seulement l'homme que je suis devenu. Tu veux fabriquer une bague ici, dans cette rue. Je veux passer le reste de ma vie à fabriquer des choses avec toi. Des bagues, une maison, tout ce à quoi tu me laisseras participer. » Il prit sa main, celle qui portait la vieille bague en cuivre. « Je ne veux pas que tu portes mes diamants. Je veux porter ton cuivre. Je veux t'appartenir et non l'inverse. » Willow le regarda longuement, puis regarda la boîte en velours et leurs mains jointes. « Tu avais vraiment prévu tout ça? »« Je prépare ça depuis que j'ai 12 ans. J'ai juste pris un chemin plus long que prévu. » Elle rit. C'était un son humide mêlé de larmes, mais c'était la plus belle chose que Sterling ait jamais entendue. « D'accord, dit-elle. Donne-moi la pince coupante. » Un an plus tard, l'usine sidérurgique avait changé. Des plantes remplissaient les rebords des fenêtres. Des photos étaient accrochées au mur. Pas des œuvres d'art coûteuses, mais des clichés pris à Mercy House.
Des photos de deux enfants fabriquant des bagues en cuivre sur un trottoir de Portland. Une copie encadrée du Velveteen Rabbit, qui avait été lue tant de fois que sa reliure était maintenue par du ruban adhésif. Sterling était assis dans son bureau, en visioconférence avec son conseil d'administration. Son costume était fait sur mesure. Sa montre coûtait plus cher qu'une voiture. À sa main gauche, légèrement tordue et manifestement faite à la main, se trouvait une bague en fil de cuivre torsadée avec un morceau de verre de mer en son centre. Les membres du conseil avaient appris à ne pas poser de questions à ce sujet. La porte s'ouvrit derrière lui et il sentit une main sur son épaule. « La réunion se prolonge, dit Willa. Donne-moi 5 minutes. Le dîner est prêt. 5 minutes, Sterling. » Sa voix était patiente. La soupe refroidit. Il regarda les membres du conseil d'administration. Ceux-ci le regardèrent à leur tour. « La réunion est levée, dit Sterling en fermant son ordinateur portable. Willow rit et s'installa sur ses genoux. Leurs bagues s'entrechoquèrent, cuivre contre cuivre. « Quand j'ai accepté ce poste au service secret, dit-elle, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à ça. Quand j'ai licencié 5 personnes à cause de bougies, je ne l'aurais jamais imaginé non plus. C'était ridicule d'ailleurs. Je sais. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Mais si je n'avais pas été ridicule, ils auraient envoyé quelqu'un d'autre. » Willow resta silencieuse pendant un moment. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si je n'avais pas gardé la bague. » Sterling y réfléchit. Aux années froides, aux années vides, aux années passées à construire des murs et à oublier comment être humain. « Je pense que nous nous serions trouvés de toute façon, dit-il. Peut-être pas ici, peut-être pas maintenant, mais d'une manière ou d'une autre. C'est très romantique. Je suis quelqu'un de très romantique. Tu as licencié des gens à cause de bougies. Les gens romantiques peuvent avoir des principes. » Elle rit à nouveau et Sterling la serra plus fort contre lui. Dehors, l'océan Pacifique s'étendait à perte de vue. Et sur le comptoir de la cuisine, un bol de soupe refroidissait. La même soupe qu'ils avaient mangée à Mercy House, avec trop de poivre et pas assez de viande. Elle avait le goût de l'enfance. Elle avait le goût de la maison. Et c'est là que notre histoire se termine. Pas avec des diamants ou des manoirs, mais avec 2 bagues en cuivre et un bol de soupe qui refroidissait. Parfois, les histoires d'amour les plus riches ne concernent pas ce que nous gagnons. Elles concernent ce que nous ne lâchons jamais. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. De nouvelles histoires sont publiées chaque jour, chacune attendant de vous rappeler que certaines promesses méritent d'être tenues pour toujours. À la prochaine. Il paye, quoi. Mon stream, vous le trouvez fluide? C'est vrai ou pas? Je sais pas. C'est juste mon jeu et ma cam. Je pense que c'est parce que j'ai des belles couleurs, non? J'ai des belles couleurs de jeu un peu. Genre, c'est pas super coloré, mais c'est quand même pas mal en vrai. Attendez. Je crois que j'ai mis un filtre sur mon Valorant, je crois. Ouais, regardez. Je peux le rendre super saturé. Moi, j'aime pas quand c'est trop saturé. J'ai rendu un peu plus saturé là. C'était mieux avant ou c'est mieux quand c'est un peu plus saturation, genre? Ah, je suis pas focus. Genre là, c'est le rouge, il est bien rouge là. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop. Attendez. C'est bien comment c'était avant, non? Non, la luminosité faut mettre 0. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, je vais laisser comme ça. Hein. Vous me dites si la couleur elle est bien. Ça va, j'ai une PS5. Ah ben voilà. Ben je pense sur PlayStation il marchera 1000 fois mieux, je pense. Après ça va, hein. Hier j'ai fait des bonnes games avec le casque. Hein. J'ai fait MVP et tout. Hein. Peut-être parce que je suis partenaire. Tu sais, bah non en vrai je crois que ça change rien. Tu vois. Bah parce que je suis trop qualitative, genre je suis trop. On est trop en stream de qualité, t'as capté? Merci de ton follow, il stream avec qui? C'est parce que vous trouvez que la qualité elle est bien, ça me fait grave plaisir parce que
je trouve que nous, en tant que streamer, pour nous, la qualité, c'est grave important. Genre, moi, qualité son, je sais pas, vous me dites si le micro est bien. Qualité son, ouais, mais c'est que saturé pour vous, hein. Moi, j'ai pas le filtre, hein. Le filtre saturé et tout, c'est que sur OBS. Moi, mon jeu, il est genre normal. C'est purement pour ça, pour OBS, là. Coucou, truc. Pour moi, c'est moi, j'adore, je crois que je suis un peu trop perfectionniste. Il faut vraiment que tout soit le plus parfait possible, genre. Bah, ouais, moi, mon ancien cas, c'était un HyperX. C'était un HyperX, Cloud 3, mais il avait des bugs. Genre, à un moment, le son, il devenait robotique pendant 2 secondes, genre. C'était horrible. Genre, il est bien et tout, mais il y a des moments où c'était en mode, robotique. Est-ce que le filtre, bah, là, j'ai remis comme c'était avant, je crois. Coucou Streamy, comment tu vas? C'est bon là, non? Genre, attendez, je vais regarder sur mon autre écran. Je vais regarder mon live parce que cet écran-là, il montre mal les couleurs, j'ai l'impression. Ouais, ben moi aussi. Ben moi aussi, tu vois, avant et dis-toi que j'avais fait un double setup. J'avais testé le double setup parce que je vous ai dit, hein, je pense que vous êtes tous au courant. J'avais eu un problème de freeze. J'avais eu un problème de freeze sur le jeu, genre, j'avais des micro freeze, c'était horrible. Je me suis dit: «Ah, c'est peut-être mon PC et tout». Ça m'étonnerait parce que j'ai un bon PC, mais je me suis dit: «On sait jamais», j'ai testé le double setup, étant donné qu'il fallait passer par une carte étant donné qu'il fallait passer par une carte, d'acquisition vidéo, et bah, ça faisait que la qualité était dégueu et j'ai fait: «Autant ne pas stream, autant ne pas stream», tu vois? Attendez, je réponds un petit message business. C'est bon. C'est sûr saturé rouge. Ah ouais? Bah, après, attendez, je peux mettre, moins de saturation, hein, regardez. Là, c'est la vie en gris! La vie! Bah, ça c'est ma vie après Valorant, je vois tout gris, je vois plus rien. Trop triste. Les micro-frises, ouais, mais ça date, hein, c'était vraiment ça a daté, genre ça a daté et dis-toi, j'étais sous Windows 11 quand j'avais ça et j'ai pas trop d'amis en plus, j'ai entendu ça, mais non, je crois qu'on est j'ai 80 amis alors que la limite c'est 350 je crois, donc je suis loin du max d'amis que je peux avoir. Mais j'ai vu un truc aussi sur la nouvelle image, mais dis-toi, j'avais des micro-freeze sous Windows 10. J'avais des freezes sous Windows 10 et pendant le et c'était je suis restée longtemps en Windows 10, je voulais tellement pas passer en Windows 11, tout le monde avait Windows 11, j'étais en mode: «Non, moi j'adore Windows 10 et je préfère toujours Windows 10. Windows 10 ça restera le meilleur Windows de toute ma vie. Windows 11 je n'aime pas du tout», mais enfin bref et en fait, j'avais déjà des micro-freezes et je me suis dit: «Oh bah tiens, je vais essayer le double setup» parce que j'avais un PC que je n'utilisais pas, qui était à mon coloc, il l'utilisait pas parce qu'il s'est toujours épousé et je me suis dit: «Bah tiens, mais les gros streamers et tout, c'est sûr ils font un double setup, tu sais, ils ont une qualité de fou parce qu'ils ont un PC pour, le jeu et un PC pour le streaming». J'ai passé littéralement, quand je vous dis littéralement 8 heures, ce n'est pas une blague, 8 heures de configuration, de câbles, parce qu'à un moment, du coup, le son, faut que le micro pour le stream, faut qu'il soit branché au PC du stream, mais en même temps, faut que le micro, je puisse l'utiliser sur le jeu en même temps. Du coup, faut que le son puisse aller dans les 2 PC, imaginez un seul micro qui fasse le son dans les 2 PC. Bref, j'ai galéré de baiser, d'accord? Vraiment, j'ai passé 8 heures. Quand je vous dis 8 heures, ce n'est pas une blague, d'accord? J'ai fait, 12:00, 20 heures, j'ai passé 8 heures dessus. J'ai fait: «Ah, enfin un truc bien et tout». J'ai testé le setup, la qualité elle était merdique parce que du coup j'avais un boîtier d'acquisition Elgato, ça passait donc d'abord ça passe dans le boîtier, puis en fait tu dupliques ce que voit le PC, tu le dupliques sur l'autre PC. J'ai galéré tout ça pour, heu, je réponds même pas à absolument Branco là, je sais pas parce que ça fait depuis 3 semaines que je mets du délai tous les streams et puis, parce que je me fais stream hack et puis, voilà, enfin c'est bonjour, mais d'ailleurs bonjour à toi, comment tu vas? Comment tu vas mon petit Branco? Mais bref, c'est parce que je m'étais fait stream hack et que, ça fait longtemps que je mets du délai, hein. Tous mes streams, il y a du délai, hein. Ça fait depuis 3 semaines que je mets du délai, hein.
Ouais, mais j'ai réussi, je vous jure, quand j'ai réussi, j'ai failli pleurer de joie. Je me suis dit: «Enfin! Enfin, j'aurai un stream trop bien», genre. J'ai tellement galéré. Je vous jure, j'ai jamais autant galéré. Pour le PC de streaming, faut quand même un PC OK, tu vois? Tu peux pas juste prendre un petit, enfin, tu peux pas juste prendre un PC portable, un peu pourri, tu vois? Ouais, en fait, le PC, c'est vraiment en mode tu dupliques ce que ton PC de jeu, il voit sur le truc de stream, mais en même temps, faut que le son, il vienne des 2 PC dans ton casque, parce que j'ai qu'un seul casque, j'ai pas un casque et un deuxième casque. Tu vois? Il faut que le micro, il émette le son dans les 2 PC. Il faut que les en fait, c'était vraiment le son qui galérait le plus et après l'image était dégueu, j'étais en mode: «C'est bizarre, c'est dégueu» et j'ai tout testé vraiment, je vous dis, j'ai passé 8 heures, j'ai fait tous les réglages, tous les tutos. Il y avait plein de tutos qui montraient comment brancher et tout. L'image, elle était pas fou, j'ai stream 2 fois avec et en fait, vous savez comment j'ai réglé les micro freeze? J'ai réinitialisé mon Windows. J'ai tout genre j'ai fait réinitialisation du Windows et du coup, je suis passée de Windows 10 à Windows 11 et ça a réglé mon problème de freeze. Voilà, du coup, si j'avais pas ce problème de freeze, je pense même maintenant, je serais encore sous Windows 10. Je m'en fous qu'il est pas protégé, machin virus, je m'en fous. Je voulais Windows 10 moi. Bah, après Laco ça va, hein, Laco, dis-toi j'ai 2 câbles que je peux mettre dans les 2 PC, j'ai 2 fibres, genre, je peux tu vois? Bref, tu as capté. Je l'ai le internet, c'est vraiment le dernier de mes problèmes, genre. Bref, on fait une rank ah mais attendez, il faut peut-être que je remette le jeu. Attendez, heu, attends, si je fais par défaut, donc ça c'est par défaut. Ah, il est moche le jeu, attendez, on va mettre un peu plus saturé là. C'est bon là, non? Bon, c'est toujours un peu rouge, mais c'est pas grave, bref. On fait une petite rank. Une petite rank. Si je gagne, je relance, si je gagne pas, je relance pas et puis, c'est vraiment un petit stream papotage là. Petit stream papotage. Petit stream papotage. Du Valo, ouais. Bah même, hein, non mais même, hein, pour que ton il faut quand même un bon PC pour qu'il puisse, traiter l'image, hein, quand même, hein. Tu peux pas enfin, tu peux faire avec un petit PC, mais je pense que tu vas avoir des problèmes, hein. Vraiment, essaye d'avoir vraiment un PC genre OK quand même, tu vois? Quand même.